Bienvenue à cette 17e séance de décryptage du hasard, séance concoctée à l'occasion de la sortie de l'ouvrage Pourquoi moi? Le hasard dans tous ses états, paru aux éditions Belin. Cet ouvrage, vous le savez, réunit 30 co-auteurs. Il nous livre 30 cogitations qui sont illustrées, pour certaines d'entre elles, par deux jeunes artistes talentueuses dont je ne vous ai jamais encore parlé. Il s'agit de Louise Delange et de Joséphine Jobard, toutes les deux anciennes élèves de l'école Boulle, que je ne peux que féliciter pour leur belle réalisation. Ce soir, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir ici Hervé Svirne. Bonsoir Hervé. Bonsoir Laurence. Hervé est physicien et épistémologue. Il est ancien directeur de recherche au CNRS, actuellement chercheur associé au laboratoire de mathématiques de l'ENS Paris-Saclay, ainsi que chercheur associé à l'IHPST, qui est l'Institut d'histoire et de philosophie des sciences et des techniques. À propos des recherches d'Hervé Svirne, nous pouvons mentionner plusieurs thématiques, à commencer par le fondement de la mécanique quantique. Hervé s'intéresse également aux systèmes complexes et à l'épistémologie quantique et à l'épistémologie générale, notamment à la formalisation des modes de raisonnement. Je précise également qu'Hervé a été responsable de la valorisation de la recherche pour tous les laboratoires dans le domaine des sciences humaines et sociales au CNRS. Hervé Svirne est membre fondateur de la SPS, qui est la Société de philosophie des sciences. Il est président du Collège de physique et de philosophie créé par Bernard d'Espagna. Et enfin, Hervé est président de la société Eurobios, qui est spécialisée dans les systèmes complexes. Hervé est l'auteur de deux ouvrages parus aux éditions Odile Jacob. Le premier, les limites de la connaissance, et le second que je vous présente ici, les systèmes complexes, mathématiques et biologie. Hervé a co-dirigé avec Bernard d'Espagna l'ouvrage Le monde quantique, les débats philosophiques de la physique quantique aux éditions matériologiques, dont une édition anglaise, The Quantum World, est parue chez Springer. Hervé, c'est une grande chance de te recevoir ici ce soir. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Pour démarrer notre échange, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, ajouter quelques éléments pour compléter cette présentation? Bien, écoute, merci à toi Laurence et merci pour cette présentation qui est assez complète. Je n'ai pas grand-chose à rajouter, à moins de rentrer dans des détails qui pour le moment sont un peu prématurés. Ce que je voudrais dire, c'est qu'effectivement, j'ai commencé ma carrière en m'intéressant aux aspects d'interprétation de la physique quantique parce que j'ai fait une thèse dans le domaine de la physique des particules et qu'ayant fait de la physique des particules qui repose bien sûr beaucoup sur la physique quantique, il est à peu près inévitable, quand on s'intéresse de manière un peu plus large aux interprétations des choses, de se poser des questions. Et c'est ça qui m'a conduit à m'intéresser aux interprétations de la physique quantique, puis en élargissant cela de manière plus générale à la philosophie des sciences, parce que je pense qu'il est indispensable, quand on s'intéresse à des questions d'interprétation et donc à des questions qui frôlent la philosophie, d'élargir ses points de vue et d'explorer le domaine complet qu'est la philosophie des sciences, qui est un domaine passionnant. Et c'est ça qui m'a conduit petit à petit à m'intéresser aussi à tout ce qui est formalisation des modes de raisonnement logiques et qui m'a petit à petit conduit aussi, mais là un peu plus tard et un peu plus récemment, à tout ce qui est étude des systèmes complexes, qui est un domaine extrêmement vaste et extrêmement passionnant aussi, et pour tous lesquels il y a des regroupements à faire dans tous ces domaines qui sont en apparence différents, mais pour lesquels il y a de gros recoupements qu'on retrouve quand on rentre dans les domaines. Hervé, il y a deux ouvrages que j'ai présentés pour lesquels je n'ai pas montré la couverture. Alors, je ne sais pas si tu les as près de toi, mais si tu les avais, est-ce que tu peux montrer la couverture? Alors, je peux montrer les couvertures. Voici l'ouvrage qui est Les limites de la connaissance, qui est un ouvrage de philosophie des sciences générales. Et voici l'ouvrage que j'ai coédité avec Bernard d'Espagna, Le monde quantique, qui a été traduit en anglais chez Springer, et qui est un ouvrage qui relate en fait l'ensemble de séances que nous avons animées avec Bernard d'Espagna à l'Académie, qui regroupait un ensemble de collègues philosophes et physiciens. Et lors de ces séances, nous avons abordé un très grand nombre d'aspects d'interprétation de la physique quantique. Et le but de cet ouvrage, et c'est nous avons voulu garder un ton ouvert justement, c'est de montrer aux lecteurs les débats ouverts en cours en physique. On n'a pas voulu faire un manuel où on a un peu l'impression que la science elle est un peu rigide et figée. Nous avons au contraire voulu montrer que même entre nous, il y avait des débats extrêmement vifs et qu'on n'était pas toujours d'accord sur les sujets en question.
D'accord. Alors, pour ouvrir le débat concernant plus particulièrement le hasard, est-ce que tu as une citation que tu as retenue, qui te plaît et qui pour toi évoque bien ce que pourrait être le hasard? Alors, j'ai une citation dans laquelle il n'y a pas le mot hasard, mais qui pourtant ressemble à des concepts qui sont liés au hasard, qui est une citation d'un biologiste anglais du début du XXe siècle qui s'appelle J.B.S. Haldane, qui était un peu un visionnaire, puisque déjà dans les années 1920, il avait anticipé la possibilité d'avoir des immenses champs d'éoliennes pour produire de l'électricité, ce qui en 1920, maintenant, on en parle tous les jours à la télé, mais à l'époque, c'était évidemment complètement novateur. Il avait aussi, dans les années 1920, anticipé le fait que, selon lui, assez vite, il serait possible à deux personnes quelconques, où qu'elles soient situées sur la Terre, de communiquer instantanément. Bon, aujourd'hui, ça n'étonne plus personne, mais il faut quand même voir qu'en 1920, c'était extrêmement visionnaire d'avoir ces idées-là. Et alors, il a dit une chose qui me séduit, qui est la chose suivante. Il a dit j'ai l'opinion que le monde est non seulement plus bizarre que ce que nous le supposons, mais qu'il est même plus bizarre que nous ce que pourrions le supposer. Et cette phrase-là, qui est un peu une boutade, en réalité me semble extrêmement profonde parce qu'elle nous montre à quel point il faut que nous soyons modestes sur les connaissances que nous avons acquises et qui aujourd'hui, bien sûr, ont fait des progrès monumentaux aussi bien dans la compréhension que nous avons de l'ensemble de l'univers que dans la maîtrise que nous en avons avec la technologie. Et on pourrait avoir la tentation de se dire, aujourd'hui, nous connaissons énormément de choses, presque tout, et nous maîtrisons presque tout. Alors, on sait que ce n'est pas vrai. On sait qu'il y a encore un certain nombre de choses qui nous échappent, mais on pourrait succomber à la tentation qui avait été celle de Lord Kelvin à la fin du 19e siècle, quand il avait dit, d'un ton un peu blasé, il me semble qu'aujourd'hui, la physique a atteint son but ultime, nous savons à peu près tout, et je plains les physiciens du futur qui n'auront rien d'autre à faire qu'affiner le calcul de quelques décimales de plus pour les grandeurs fondamentales de la physique. Et il a dit ça quelques années avant la découverte de la relativité restreinte et de la mécanique quantique, qui ont évidemment, comme on le sait, bouleversé notre vision du monde. Et aujourd'hui, il ne faudrait pas qu'on retombe dans le même travers. On a parlé d'un certain nombre de théories du tout à une époque. On avait l'impression que la science avait progressé à un tel degré qu'elle n'était pas loin de comprendre tout. Alors, il y a notamment en cosmologie, et je pense que d'autres conférenciers en parleront ou en ont parlé, il y a aujourd'hui des grandes énigmes, parce qu'au fur et à mesure qu'on a avancé, on a découvert des questions qui sont encore plus grosses que ce qu'on ignorait avant. Mais la tentation de se dire qu'on a tellement progressé que finalement il faut encore un peu avancer mais qu'on n'est pas loin, peut être quand même saisie par certains. Et cette citation de Haldane en 1920 et quelques nous remet un peu les pendules à l'heure. En fait, mon intime conviction, c'est que malgré les progrès immenses que nous avons faits aussi bien dans la compréhension que dans la maîtrise des choses, et que nous allons continuer à faire à une vitesse qui s'accélère tout le temps, je pense que nous sommes très, très, très loin de comprendre l'univers et qu'il va continuer à nous échapper pendant encore longtemps, peut-être même dans certains aspects pour toujours. Alors peut-être déjà très bien d'avoir compris que c'était bizarre que ce soit bizarre, mais pas suffisamment bizarre pour que ce soit vrai. Dis-moi, pour ton titre de ta contribution dans Pourquoi moi, tu as choisi La physique quantique démontre-t-elle l'indéterminisme? Alors, est-ce que tu pourrais nous en dire davantage, s'il te plaît? Oui, alors on a beaucoup parlé du fait que la physique quantique est une théorie probabiliste. C'est-à-dire qu'en fait, elle ne permet de prédire le résultat de mesure qu'avec une certaine probabilité. On n'a pas de certitude lorsqu'on mesure, par exemple, une grandeur physique sur une particule, comme sa position ou comme son spin. Pour certaines particules qui sont dans des états qu'on appelle des états superposés, eh bien, on ne peut faire qu'une probabilité, on ne peut donner qu'une probabilité, si on mesure la grandeur en question, de trouver un certain résultat. Alors, cette manière de procéder de manière probabiliste n'est pas nouvelle en physique. Il y a des tas de théories physiques qui sont probabilistes, mais les raisons pour lesquelles elles sont probabilistes sont liées soit à une méconnaissance d'un certain nombre de conditions initiales, et en l'absence de connaissance de ces paramètres, en quelque sorte, on est obligé de faire des hypothèses probabilistes,
ou bien les raisons pour lesquelles on fait appel aux probabilités sont dues au fait que les calculs sont trop compliqués ou trop volumineux et qu'on ne pourrait pas les faire. Mais on suppose dans ces théories dites classiques, avant la mécanique quantique, on suppose que la nature elle-même est déterministe, c'est-à-dire qu'il y a bien un mécanisme qui, si on était assez intelligent et suffisamment bien équipé pour pouvoir faire les calculs, eh bien on trouverait un résultat défini. Ce qu'a apporté de nouveau la mécanique quantique, c'est que c'est ce qu'on appelle souvent le hasard essentiel, c'est qu'il semble qu'en mécanique quantique, ce n'est pas nous qui sommes impuissants à prédire, c'est tout simplement le fait que la nature elle-même ne sait pas ce qui va se passer. Il y a donc un hasard qu'on appelle essentiel parce qu'il ne provient pas d'une méconnaissance d'un certain nombre d'informations, il ne provient pas d'une incapacité à calculer les choses, il est dans la nature même des choses. Et donc, à une certaine époque, un certain nombre de gens ont dit ben, c'est la preuve définitive cette fois-ci que la nature est indéterministe. Alors, ça a fait bondir énormément de physiciens. Je ne vais pas rappeler ici pour la millième fois la fameuse citation d'Einstein qui dit Dieu ne joue pas au dé. Et la réponse que Bohr lui avait faite en lui disant mais qui es-tu, toi, Einstein, pour dire à Dieu ce qu'il doit faire Ils étaient en désaccord tous les deux sur ce sujet-là. Et il est vrai qu'aujourd'hui, le formalisme quantique est un formalisme dans lequel, dans les mathématiques même de la théorie, il est prévu qu'il y ait un hasard essentiel. Alors, bien évidemment, cette chose-là est insatisfaisante pour beaucoup de gens, y compris les physiciens de renom. Et il y a eu des tentatives de construire des théories qui permettraient de reproduire les résultats de la mécanique quantique. Et ça, c'est obligatoire parce que les résultats expérimentaux de la mécanique quantique n'ont jamais été mis en défaut. C'est une théorie qui marche remarquablement bien. Donc, toute théorie qui s'amuserait à faire des prédictions différentes, elle serait réfutée par l'expérience tout de suite. Donc, le but du jeu, si l'on veut, c'est d'essayer de construire une théorie qui reproduise les mêmes résultats que la mécanique quantique, mais qui cependant soit déterministe. Et jusqu'à présent, il n'y a aucune tentative qui réussisse. Il y a une théorie qu'on cite souvent, qui est une théorie alternative à la mécanique quantique, bien qu'elle soit empiriquement équivalente, c'est-à-dire qu'elle donne les mêmes prédictions, qui est la théorie de Bohm, qui est en fait que Bohm a développé à la suite de Broglie, qui avait commencé à développer ce type de théorie, qui répond à un certain nombre d'exigences que certains physiciens voulaient. Je ne vais pas ici rentrer dans le détail, mais cette théorie, pour ceux qui la défendent, est présentée souvent comme une théorie déterministe. Sauf que cette théorie ne l'est pas en vérité, parce qu'il y a un postulat essentiel sur lequel elle repose et sans quoi elle ne marcherait pas, c'est qu'au tout début, il y a un postulat qui stipule que les particules qui sont prédites étudiées dans cette théorie doivent être réparties de manière aléatoire, d'une manière strictement équivalente à celle que postule la mécanique quantique. Sans quoi, on n'a pas les mêmes résultats. Donc, d'une certaine manière, ensuite, les choses semblent se passer de manière déterministe, mais en réalité, il y a un postulat d'aléa ou de hasard dès le début, et ensuite, si on veut l'oublier, on peut faire comme si elle était déterministe, mais elle ne l'est pas. Et d'autres théories ont été aussi développées pour essayer de donner une alternative à la mécanique quantique, notamment une théorie qu'on appelle la théorie de Ghirardi-Rimini-Weber, et qui permet de répondre à d'autres problèmes, qui est un problème majeur de la mécanique quantique, qui est de savoir ce qu'est une mesure en mécanique quantique. C'est un problème fondamental sur lequel j'ai personnellement beaucoup travaillé. Et dans cette théorie-là, il se trouve qu'il n'y a pas de superposition qui reste, mais qu'à un moment donné, de manière spontanée, eh bien, la valeur des grandeurs va apparaître, mais selon une loi qui est intrinsèquement probabiliste. Donc, de nouveau, on a une loi de probabilité essentielle qui intervient. Et aujourd'hui, il n'y a pas de théorie qui soit totalement déterministe, au sens où l'était la mécanique classique ancienne, et qui pour autant reproduise les résultats de la mécanique quantique. Alors, est-ce que la conclusion, c'est le hasard est donc essentiel et oui, vraiment, le monde est non déterministe? Je ne dirais pas jusque-là, il faut être très prudent, parce que dire cela signifierait qu'on est certain que dans le futur, personne ne sera capable jamais de faire une théorie déterministe. Et ça, moi, je ne m'y risquerai pas. Je dis simplement que dans l'état actuel des choses, il faut être prudent,
Mais nous n'avons pas aujourd'hui de théorie déterministe. Et donc, tout ce que nous sommes capables de faire, c'est une théorie probabiliste. Et tu penses que le hasard entrerait davantage en action dans le monde microscopique que macroscopique? Alors, tout dépend du type de hasard dont il s'agit. S'il s'agit d'un hasard essentiel comme celui dont je viens de parler, il est essentiellement présent dans le monde microscopique via les lois de la mécanique quantique si on se repose sur la mécanique quantique. Maintenant, le hasard, c'est un domaine vaste, on voit bien, puisque dans le livre dont tu parlais tout à l'heure, il y a 30 contributions, ce qui veut dire qu'il y a des manières extrêmement variées et diverses de parler du hasard. Moi, je vais rester dans mon domaine qui est la physique. Même en physique, il y a des sources de hasard, ou en tout cas de non-prédictibilité, je vais plutôt dire non-prédictibilité, qui sont différentes d'un hasard essentiel. Il y en a plusieurs. Alors, j'en ai déjà cité deux tout à l'heure. J'ai cité les cas où, pour des raisons diverses, on ne peut pas connaître l'état initial précis du système. Dans ce cas-là, il est bien évident que comme on manque d'informations, eh bien, on ne va pas être capable de prédire ce qui va se passer. Le deuxième pas, c'est le cas où on aurait toutes les informations en théorie, mais où le volume d'informations ou bien la complexité des équations qui décrivent ces informations sont trop complexes pour qu'on puisse les traiter, en tout cas aujourd'hui, avec les moyens que nous avons. Et dans ce cas-là, on se retrouve de nouveau avec une imprédictibilité. Donc, pour nous, en hasard, parce que quand on va voir les choses arriver comme on ne sait pas les prédire, elles semblent arriver au hasard. Mais c'est un faux hasard dans la mesure où il est dû en fait à notre incapacité à être capable de le prédire, alors qu'en principe, ça serait possible. Et il y a un troisième type d'imprédictibilité dont je n'ai pas parlé et qui a énormément été popularisé dans le grand public, qui est connu sous le nom d'effet papillon, oui. Qui est ce qu'on appelle de manière un peu plus technique la sensibilité aux conditions initiales, qui dit que dans certains systèmes, quand je dis certains systèmes, c'est en fait la majorité des systèmes réels, puisqu'il suffit de ce qu'on appelle 3 degrés de liberté pour que ça se manifeste, et tous les systèmes réels ont au moins 3 degrés de liberté. Eh bien, dans tous ces systèmes-là, les équations d'évolution sont telles que deux points, aussi proches soient-ils, vont finir à un moment donné par donner des comportements divergents. Ce qui veut dire en gros que quelle que soit la précision avec laquelle on va se donner l'état initial, eh bien, si on attend suffisamment longtemps, dans cette imprécision-là, il y aura des points qui donneront une évolution dans un sens et d'autres points qui iront à un autre endroit. Alors, bien évidemment, plus on va restreindre, plus on va augmenter la précision, donc plus on va restreindre l'intervalle dans lequel on se situe, plus il faudra attendre longtemps pour que cette divergence se manifeste. Mais si on veut faire une prédiction comme le démon de Laplace, qui disait on va prédire le futur de l'univers à l'infini, si on voulait ce type de prédiction, on en est incapable parce que bien évidemment, ça n'a pas de sens de donner la description d'un état initial avec une précision infinie. Et même certaines théories physiques disent que ça n'a aucun sens du tout de parler de précision infinie d'un point parce que l'espace-temps peut être discrétisé, parce qu'il y a des... Bon, et là on rentre dans les domaines de la cosmologie, mais qui finalement donnent des limites assez sévères au fait qu'on puisse tout prédire. Mais là, l'imprédictibilité, elle vient d'un autre facteur qu'un hasard essentiel, en fait. Donc, il y a beaucoup de sources de hasard différentes, et donc, même dans la vie microscopique, le hasard se manifeste. Moi, là, je ne peux pas le montrer parce qu'il n'est pas ici, mais à mon bureau, j'ai un petit mobile qui est simplement un pendule qui bouge dans un champ magnétique comme ça, et qui suffit pour montrer l'imprédictibilité, puisque ce petit pendule-là, au bout d'une minute, on est incapable de prédire le mouvement qu'il va faire. Tantôt, il faut un tour complet, tantôt, il s'arrête, et on ne sait pas prédire son mouvement. Pourtant, c'est un système extrêmement simple. Et alors, merci pour cette explication, Hervé. Complètement à l'opposé, je ne sais pas si on peut parler d'opposé, mais ça me fait penser, j'étais déjà entendu en conférence parler de la fourmi de Langton. Et en fait, on est dans un système complètement à l'opposé dans ce que tu décris. Est-ce que tu pourrais parler de la fourmi de Langton? Alors, la fourmi de Langton est quelque chose d'extraordinaire. C'est un automate cellulaire extrêmement. Alors, c'est dommage qu'on ne puisse pas faire un schéma là, il faudrait le montrer parce que ce serait plus parlant. Mais c'est en fait quelque chose qui est assez simple à décrire. Ça se joue sur un échiquier, un damier, en fait. Et il y a une fourmi qui se déplace avec des règles extrêmement simples. Lorsqu'elle avance tout droit, eh bien, elle change d'une case et la case change de couleur. Quand par contre, elle tourne à droite, eh bien, si elle est sur une case noire, elle va continuer tout droit. Si elle est sur une case blanche, elle va tourner à gauche et la case va changer de couleur. Voilà, il y a 3 règles comme ça. Je ne les ai peut-être pas dit dans le bon ordre, mais enfin, l'idée est là, extrêmement simple.
Eh bien, cette fourmi de Langton, quand on la regarde au début et pendant un nombre assez important d'étapes, de l'ordre d'une dizaine de milliers, on la voit faire un parcours aléatoire, on la voit se promener, mais on n'arrive pas à prédire ce qu'elle va faire. On la regarde, c'est fascinant, on peut s'endormir devant d'ailleurs, parce que c'est fascinant à regarder. Et au bout d'environ 10 000 étapes, elle va systématiquement tracer une sorte de motif répétitif où elle part dans ce qu'on appelle une autoroute, qui est le même motif qui se répète et qui part en diagonale dans le damier. Bien. Donc, voilà un exemple de quelque chose qui est parfaitement déterministe, bien que ce soit c'est quelque chose d'abstrait, c'est un outil mathématique, mais c'est quelque chose qui est totalement déterministe, pour lequel les règles sont excessivement simples, et pourtant, à l'heure actuelle, aucun mathématicien n'a réussi à prédire ce qu'elle va faire avec une formule mathématique qui dirait ce qui va se passer au bout du 10 millième pas. Tout ce qu'on est capable de faire, c'est de l'observer et de le constater. Alors, c'est fascinant cette chose-là, parce que c'est quelque chose qui peut être décrit, et c'est la caractéristique de beaucoup d'automates cellulaires, qui peut être décrit avec des règles d'une simplicité archangélique, et qui pourtant échappe à toute possibilité de prédiction. Quand j'appelle prédiction, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas savoir ce qui se passe, puisqu'il suffit de simuler sur un ordinateur. Donc, il suffit de le regarder. Mais ce qu'on va appeler prédiction dans ces cas-là, c'est la capacité à savoir à l'avance, sans le simuler, ce que ça va donner. Et on ne sait pas le faire, et la fourmi de Langton est un exemple. Il y a des tonnes d'autres exemples dans les automates cellulaires. Et ce qui est fascinant, c'est qu'aujourd'hui, personne au monde ne sait prouver ni trouver une formule qui va donner la prédiction, mais on ne sait pas non plus prouver l'inverse, c'est-à-dire prouver qu'il n'y en a pas. Et c'est un domaine ouvert. Et alors moi, j'ai fait un peu de travaux dans ce domaine-là, et notamment pour préciser ce que Wolfram, qui est un des pionniers des automates cellulaires, avait émis de manière un peu informelle, qu'il avait appelé l'irréductibilité computationnelle, et que j'ai, avec mon ami Jean-Paul Delahaye, formalisé de manière rigoureuse. Et nous avons formalisé cela. Et en gros, l'idée est simple et elle peut servir dans des tas de domaines, y compris, ça a des applications pour l'émergence, dont je sais qu'on a parlé dans d'autres conférences et dont il sera sûrement question dans d'autres conférences encore, mais qui est l'idée selon laquelle certains phénomènes, certains mécanismes, bien que décrits de manière extrêmement simple, ne peuvent pas être calculés dans un temps plus court que le temps nécessaire pour les simuler pas à pas. Il n'y a pas de raccourci. Voilà. L'idée principale, c'est il n'y a pas de raccourci. Et si personne aujourd'hui, et on s'est cassé les dents avec Jean-Paul pour essayer de démontrer ces choses-là, et on n'y est pas arrivé, d'autres n'y sont pas arrivés non plus, mais si on arrive un jour à démontrer l'existence formelle, mathématique rigoureuse de ce type de processus, ça voudrait dire que pour ces processus-là, il y en a énormément. Le seul moyen de savoir ce qui se passe, c'est qu'ils se déroulent devant nous, mais on n'a pas de moyen de les anticiper. Et si c'est vraiment le cas, et moi je suis intimement convaincu qu'on arrivera un jour à démontrer l'existence formelle de tout cela, ça ouvre la porte à, non pas l'explication, parce que ce n'est pas l'explication directe du phénomène, mais à l'explication du fait que certains phénomènes nous paraissent émergents, c'est-à-dire que quand ils arrivent, eh bien on les voit arriver, mais que personne ne serait capable, avant qu'ils arrivent, de prédire leur émergence. Et ça ouvre la voie à des tas de sujets fascinants. Alors, à l'inverse, il y a une histoire de tremblement de terre, et je crois que c'est Jean-Louis de Sales qui l'avait évoqué, qu'on ne pouvait pas prévoir parce qu'en fait, la vitesse de prédiction des calculs était tellement longue que le phénomène allait émerger avant que la simulation soit terminée. Alors, je crois pas que. Alors, il me semble avoir vu la conférence en question et il me semble que c'est Gilles Doec qui a dit ça. Ah, Pas peut-être. et je suis pas d'accord. Là, pour le Ah, coup, et pour le coup, quand j'ai entendu ça, j'étais pas du tout d'accord avec lui. ah ben c'est parfait, alors tu vas nous dire. Et pourquoi je suis pas d'accord? Non pas que ce qu'il dit est faux, au sens où effectivement aujourd'hui, et là il a parfaitement raison sur le plan réel, aujourd'hui il y a des tremblements de terre qu'on n'est pas capable de prédire avant qu'ils arrivent, parce que les temps de calcul sont trop longs. C'est pareil pour la météo. Il y a des phénomènes météorologiques qui, si on voulait les calculer, demanderaient plus de temps pour les calculer que le temps d'attente qu'ils arrivent. On est bien d'accord. Mais ça, je trouve ça moins intéressant sur le plan théorique, parce que c'est lié à nos capacités de calcul. C'est-à-dire que le fait de dire qu'aujourd'hui, on n'est pas capable de prédire un tremblement de terre qui va arriver dans 24 heures en moins de 24 heures, c'est vrai, mais tout simplement parce que nos ordinateurs sont lents.
Il suffit d'imaginer un ordinateur qui sera 1000 fois plus rapide, et on en aura forcément dans les années qui viennent, pour que ce soit plus 24 heures qu'il faut, mais je ne sais pas combien ça fait, mais 24 heures, un millième de jour. Et là, on pourra le prédire. Donc, c'est une propriété qui est accidentelle en quelque sorte. Elle est liée à la vitesse de calcul de nos ordinateurs, comme pour la météo, mais elle n'est pas essentielle. Moi, je m'intéresse beaucoup plus aux choses qui sont essentielles. Ce dont je parlais tout à l'heure, qui est l'irréductibilité computationnelle, c'est un phénomène essentiel. C'est-à-dire que ce n'est pas une question de vitesse de calcul. C'est une question du fait que si on veut faire le calcul, on est obligé de passer par le même chemin que le phénomène lui-même. C'est totalement différent. Alors, puisque tu es dans l'essentiel, Hervé, j'ai lu, et je te remercie de me l'avoir communiqué, le numéro de Pour la science de mars 2020. Alors, je rappelle au passage que le magazine Pour la science est partenaire du congrès Time Award et nous en réjouissons. Hervé, dans ce magazine grand public, scientifique, mais grand public, tu as publié un bel article qui me semble quand même relativement costaud et pour lequel j'ai vraiment besoin de ton aide. Tu écris L'Observateur, un défi pour la physique quantique, en titre. En d'autres termes, la théorie quantique est-elle compatible avec l'existence d'une réalité objective indépendante de l'observateur? Tu proposes, Hervé, le concept qui a vraiment retenu toute mon attention de solipsisme convivial. Alors, pourrais-tu, s'il te plaît, nous en dire plus en indiquant le rôle joué ici par le hasard? Oui. Alors, le solipsisme convivial est en fait un nom un peu, même beaucoup, je vais dire, provocateur que j'ai donné à une interprétation de la physique quantique pour résoudre ce qu'on appelle le problème de la mesure que j'évoquais tout à l'heure. En fait, en physique quantique, lorsqu'il y a des systèmes qui sont dans un état dit superposé, ce qu'autorise la physique quantique, c'est-à-dire des états dans lesquels certaines grandeurs n'ont pas une valeur définie, mais ont, on va le dire de manière imagée, plusieurs grandeurs simultanément, en parallèle, qui se... Voilà, on ne sait pas en parler proprement. Eh bien, ce que dit la physique quantique, comme je le disais tout à l'heure, c'est que dans ce cas-là, lorsqu'on fait une mesure, c'est-à-dire lorsqu'on va observer le système, on va trouver une seule de ces valeurs, et c'est ce qu'on appelle en physique la réduction du paquet d'ondes. Donc, on passe d'un état où toutes les valeurs sont potentiellement observables à un état où, après observation, on va en voir une seule. Bien. Maintenant, la grosse difficulté de la mécanique quantique, et c'est un problème de fondement qui a fait couler des milliers de litres d'encre, parce que c'est un problème qui n'est toujours pas résolu, c'est qu'est-ce qu'on appelle une mesure. Les physiciens réalistes purs et durs qui ont envie qu'il existe une réalité indépendante, extérieure, totalement non liée à un observateur, c'est-à-dire qu'ils veulent vraiment que ça soit comme la physique du 19e siècle, quelque chose qui soit objectif, au sens fort du terme, disent qu'il suffit qu'il y ait une interaction entre le système microscopique et un appareil de mesure macroscopique. Mais cette solution-là ne fonctionne pas, elle n'est pas cohérente. Alors, je n'ai pas le temps là, de tout développer, mais en gros, il y a une contradiction majeure au sein de l'interprétation dominante de la physique quantique qu'on appelle l'interprétation de l'école de Copenhague, qui a dominé la physique quantique pendant des décennies et qui est due à bord. Alors, il y a beaucoup eu de tentatives de solution du problème de la mesure, et moi, à l'initiative d'ailleurs initiale de Bernard d'Espagna, qui avait une suggestion, et j'ai poursuivi son idée ensuite, j'ai développé le solipsisme convivial qui fait jouer un rôle essentiel à l'observateur de la manière suivante. C'est-à-dire que pour moi, une mesure n'est pas une interaction avec un appareil. Une mesure n'intervient que lorsqu'un observateur conscient va prendre connaissance, va en quelque sorte devenir conscient dans sa perception d'un des résultats. Et pourquoi cela se produit-il? Tout simplement parce qu'à cause d'un certain nombre de filtres de notre cerveau, l'être humain n'est pas adapté à visualiser directement quelque chose qui est superposé. Et il se trouve, mais je ne sais pas évidemment l'expliquer pourquoi et personne ne saura, mais il se trouve que les choses sont faites de telle manière que nous ne voyons qu'une seule des possibilités de ces états superposés. De la même manière que nous ne voyons pas toutes les couleurs, qu'il y a certaines choses qui nous sont inaccessibles ou invisibles, qu'on perçoit des parties de certaines choses dont on sait maintenant en physique elles existent mais qu'on ne les voit pas, eh bien, je vais un cran plus loin et je dis, lorsqu'il y a des états superposés, notre cerveau va sélectionner une de ces parties. Et là où je franchis un cap de plus, c'est que je dis que notre réalité, ce que nous appelons notre monde, et qui pour la plupart des physiciens traditionnels, c'est le monde objectif, n'est pas un monde objectif partagé entre tout le monde, mais le monde que nous construisons chacun au fur et à mesure que nous faisons des mesures,
sachant que la mesure en question n'est pas limitée à faire des mesures de système microscopique, mais qu'à chaque fois que nous observons autour de nous, nous faisons une mesure. Et donc, nous nous construisons notre propre réalité. Et c'est pour ça que j'ai appelé ça solipsisme, bien que ça ne soit pas un solipsisme au sens fort, parce que j'admets, et j'en suis ravi d'ailleurs, qu'il existe d'autres personnes. Je ne veux pas être seul. Et pourquoi c'est un solipsisme convivial? Parce que pour des raisons dans lesquelles je ne peux pas rentrer maintenant, on peut démontrer avec le formalisme quantique que dans ce monde que je construis moi-même, je ne peux pas être en désaccord ou découvrir de désagréments avec des observateurs qui auraient regardé la même chose que moi, mais qui auraient vu autre chose, ce qui en théorie serait possible, mais que je ne peux pas constater moi-même. Je ne peux pas en être témoin. Et évidemment, ça remet en cause totalement la notion de réalité objective extérieure partagée par tout le monde. Et c'est une conception qui choque évidemment tous ceux qui sont attachés à un réalisme beaucoup plus traditionnel, mais dont je me suis séparé depuis longtemps. C'est complètement génial, je trouve, comme idée. Et alors, en termes de communication, si tu as deux personnes qui font une mesure, chacune de la même situation au même moment, elles auront deux visions, deux mesures complètement différentes qu'elles ne pourront pas communiquer entre elles. Alors ça, c'est une question fondamentale que tu poses parce que c'est justement le nœud même de la compréhension du solipsisme convivial. Dans le solipsisme convivial, les choses vont jusqu'au bout de la logique. C'est-à-dire que le monde dont on parle, les phrases que nous prononçons, les choses dont nous disons les avoir vues, doivent toujours être liées à un observateur unique. Donc, si par exemple, je t'interroge pour te demander ce que tu as vu, en réalité, pour moi, dans mon monde, tu n'es rien d'autre qu'un système physique comme un autre, capable d'être toi-même dans un état superposé, et en te parlant, je vais te mesurer. Mais la mesure que je vais faire de toi va me donner une information qui sera compatible avec celle que moi j'ai vue, mais elle ne me donne strictement aucune information sur ce que tu as réellement perçu parce que je n'ai pas accès à tes perceptions. Et par conséquent, la phrase consistant à dire si je t'entends me dire que tu as vu quelque chose de rouge, est-ce que tu l'as vu bleu réellement est une phrase grammaticalement correcte en français, mais qui est interdite par la logique même de l'interprétation, parce qu'on n'a pas le droit dans une même phrase de mentionner les perceptions de deux observateurs différents. D'accord, ce qui vient de contredire la théorie d'Everett et des mondes superposés dans ton solipsisme. Alors, c'est amusant que tu évoques la théorie d'Everett parce qu'une des raisons qui initialement a poussé Bernard d'Espagna à émettre une première idée que j'ai poursuivie ensuite, c'était qu'il était totalement insatisfait de la théorie d'Everett parce que cette théorie d'Everett suppose qu'à chaque fois qu'il y a une mesure, il y a une bifurcation qui crée un nouveau monde, enfin, ou autant de mondes qu'il y a de résultats possibles. Et comme il faut voir qu'en physique, les choses sont décrites avec non pas des nombres entiers, mais des nombres réels, le nombre de mondes créés est ce qu'on appelle en mathématiques une infinité continue de mondes. Et cette infinité continue de mondes qui se produit en permanence a quelque chose d'assez inconfortable et d'assez artificiel en quelque sorte, parce qu'il y a autant de mondes continus qu'il y a de résultats possibles à chaque instant dans l'univers. Et par ailleurs, chaque observateur qui fait une mesure lui-même se multiplie en autant d'observateurs correspondants. Dans chaque monde, par contre, les choses se passent de la manière identique à notre monde à nous. Mais il y a une multiplication de mondes qui est hallucinante. Et en plus de ça, et là on ne peut pas rentrer dans les détails, mais la théorie d'Everett souffre d'un énorme défaut et qui touche le hasard, mais on ne va pas avoir le temps d'expliquer pourquoi, c'est qu'en réalité, malgré les tentatives de beaucoup de physiciens, que je considère comme totalement non convaincantes, on n'a pas réussi à redonner un statut propre, au sens logique du terme, à la notion de probabilité dans l'interprétation d'Everett. Et par conséquent, en fait, l'interprétation d'Everett me semble pécher non seulement par le nombre de mondes, mais ça, d'une certaine manière, c'est une affaire de goût, mais également par l'incapacité qu'elle a à restituer au concept de probabilité un statut qui lui convient, parce que toutes les tentatives qui sont faites me semblent absolument à côté de la plaque.
Alors, on va dire vive le solipsisme convivial. Sur cette bonne note, ce décryptage de ce soir se termine ici. Nous avons été très bavards. Demain, pas de décryptage. Nous avons reprogrammé le décryptage initialement prévu d'Étienne Klein à dimanche 21 mars. Étienne nous dit, je reprends ces mots, il vaut mieux avoir une extinction de voix qu'être en voie d'extinction. Lundi, toujours à 21h, nous recevrons ici l'astrophysicien David Elbaz. Merci à vous pour votre participation. Un grand merci à Hervé pour la qualité et pour l'originalité de son décryptage. Je vous invite à venir écouter la conférence magistrale d'Hervé Svirne à l'occasion du congrès scientifique Time World au CNAM. Vous le savez, au tout début du mois de juillet sur le thème du hasard. Excellente soirée à toutes et à tous et à lundi.